Pendant 14 ans de ma vie, je me suis levée aux petites heures du matin, 3 heures la nuit pour aller à Salut Bonjour. Ensuite, ça a été des émissions du matin à la radio. Est-ce que l'horaire atypique dans lequel j'ai vécu pendant tant d'années me nuit et me suit encore à ce jour? C'est un balado super pertinent, mais qui me fait peur en même temps. Pour voir à quel point j'écope de ce manque de sommeil ou pas, on va en parler avec Dr Maude Bouchard, qui est spécialiste en sommeil, bien sûr, et on aura tous les détails pour les horaires atypiques. À mon avis, si tu ne travailles pas du lundi au vendredi entre 7h et 22h ou que tu n'as pas 2 jours collés, soit les week-ends, tu as des horaires atypiques. Maude Bouchard, salut. Salut. Je ne sais pas si je me trompe en disant ce style-là, de qui suis-je pour dire ça, mais on va parler aujourd'hui des horaires atypiques. Oui. Maude, moi, je l'ai vécu pendant 14 ans, à me lever à 3h du matin. Ça fait quand même plusieurs mois que je n'ai plus cet horaire-là. Est-ce que mon corps en souffre encore? Selon toi. Est-ce que tu ressens les impacts de ça encore sur ton corps? Je pense que oui, je le sens encore. J'avais l'impression d'être davantage sur un autre fuseau horaire que de manquer de sommeil. Mais il reste que c'est pas naturel, on dirait, pour l'humain de se lever à 3h du matin. C'est un challenge. On va à l'encontre un peu des indices lumière obscurité de l'extérieur. On va à l'encontre de ce que notre cerveau est en train de nous dire. Donc oui, c'est sûr que c'est un challenge pour le corps, puis pour certains plus que d'autres. À quel point on est dans un horaire atypique? Qu'est-ce que tu as envie de me dire au niveau du sommeil pour toi, qui est quand même spécialiste en matière de sommeil? Elle est où la ligne entre un horaire normal et un horaire atypique, selon toi, où notre sommeil peut être touché? Bien, tu l'as bien nommé au début. Donc, dès qu'on doit se lever plus tôt que 6-7 heures le matin ou qu'on doit travailler plus tard le soir, les horaires rotatifs, les gens qui sont sur appel, les gens qui travaillent de nuit, tout ça peut faire partie d'un horaire atypique. Voilà exactement. Le mot que je cherche. Mais est-ce que l'horaire atypique veut réellement dire manque d'heures de sommeil? Souvent. Bien, c'est que comme on dort des fois dans des moments qui sont moins propices, par exemple pendant la journée, ou qu'on rattrape, ou que les gens qui ont des horaires rotatifs, des fois, ça vient avec beaucoup d'heures de travail aussi. Souvent, c'est une population qui va être en privation de sommeil, un peu plus que la population générale. Ça, c'est vrai. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir un bon sommeil. Quand on a des horaires atypiques, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas mettre des choses en place qui vont aider. Sauf que, oui, typiquement, plus de privation de sommeil dans cette population-là. À quel point un horaire atypique? Je vais donner 2 exemples. Je pense entre autres aux pompiers qui ont des horaires, bon, maintenant, ils sont rendus beaucoup avec leurs 24 heures, mais qui travaillent de nuit, ou tout le milieu hospitalier, entre autres, qui travaillent parfois de nuit, après ça, qui travaillent parfois de jour, qui n'ont pas un horaire atypique régulier. Moi, je reviens souvent à ça, mais j'avais un horaire quand même pendant 14 ans qui était le même, qui était régulier, soit de me lever à 3 heures, mais je me couchais. Tu sais, c'était comme ça quotidiennement. Est-ce que c'est pire, un horaire qui change tout le temps, ou se lever à 3 heures, peu importe, c'est un horaire atypique, c'est mauvais? Le fait d'avoir un horaire plus régulier dans les horaires atypiques, c'est mieux, généralement, que des horaires, justement, qui changent tout le temps. C'est un peu comme être en décalage horaire. Bien, c'est un peu ça. Sans les bons indices lumineux de l'extérieur. Donc, ça challenge plus, effectivement. C'est le rythme circadien, dans le fond, qui est décalé dans les horaires atypiques. Concrètement, ça représente quoi chez l'humain d'avoir cet horaire-là? Tu sais, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui se disent « Ouais, mais moi, je me lève, peu importe à l'heure, ou qui ont des horaires de nuit, de jour, qui est très différent », à quel point notre rythme circadien est touché? Bien, la nuit, on sécrète des hormones pour dormir. Des hormones de sommeil, comme par exemple la mélatonine. Notre cortisol est bas, notre température est basse. Et donc, c'est un signal de sommeil qui est envoyé au cerveau, au corps. Donc, quand on travaille pendant ces heures-là, c'est plus difficile. D'ailleurs, c'est vers les petites heures du matin, 4-5 heures du matin, où on a le plus de mélatonine, la température est au plus bas. Donc, si on a des gens qui travaillent de nuit, qui nous écoutent, ils savent que c'est le moment généralement où on est le plus somnolent, on a le plus de difficultés. Et on dort dans un moment circadien qui n'est pas l'idéal non plus. Non seulement parce qu'il y a l'indice lumineux qui nous dit que c'est le jour, tout à fait, mais aussi parce que le cortisol est plus élevé. Tout ça, donc la qualité parfois du sommeil de jour, pour les gens qui travaillent de nuit, par exemple, peut être moindre. Et souvent, on est
capable de dormir moins longtemps aussi pendant la journée. C'est là qu'on embarque les fameuses siestes souvent pour venir compenser. Je pense que tu me disais que tu en faisais des siestes pendant ce temps-là. J'en ai fait des siestes, mais est-ce qu'il y a... c'est quoi les solutions? Est-ce que ça prend une hygiène de vie beaucoup plus grande et importante pour ceux qui ont justement des horaires atypiques qu'un rythme de vie normal? Une collègue à moi disait que des gens qui ont des horaires atypiques, il faut que ce soit des Olympiens du sommeil. Donc, je pense que tout le monde qui a des horaires atypiques devrait connaître les bases du sommeil, de comment ça fonctionne et avoir leurs outils justement pour savoir, OK, quand je travaille de soir, il va se passer telle chose. Quand je travaille de nuit, comment je récupère, utiliser les siestes, utiliser la lumière, quand s'exposer à la lumière, quand la couper aussi. Puis il y a plein d'autres outils qu'on peut travailler, mais je pense que oui, ça prend une hygiène un petit peu plus grande et aussi peut-être des attentes parfois moins élevées. Je prends l'exemple des gens qui travaillent de nuit. J'ai des patients qui travaillent de nuit ou qui font des corps rotatifs, mais qui ont une semaine de nuit ou quelques jours de nuit. Puis là, souvent, ils finissent de travailler de nuit et ils se disent, OK, là, il faut que je fasse mon ménage, il faut que j'aille m'entraîner, il faut que je voie mes enfants, il faut que... Et là, les attentes sont très grande, mais le corps, il vient d'avoir un challenge pendant plusieurs jours. Il a besoin de se déposer, il a besoin de se reposer. Fait que parfois, on va juste aussi revoir les attentes suite à un stretch de nuit, par exemple, ou un moment où est-ce que, OK, on s'est levé super tôt pendant plusieurs jours. Faut donner le temps à l'organisme de se reposer puis de récupérer aussi cette énergie. Tu parles souvent dans les balados qu'on a fait de l'importance de la lumière. Tu reviens souvent. C'est vrai, hein? Non, mais j'aime ça parce que je me dis, ceux qui ont des horaires atypiques et qui, moi, j'ai une amie qui est policière et qui fait des nuits complètes, donc qui dort sa nuit le jour, en fermant des toiles, assez opaque et tout. Mais à quel point le système, l'humain comme tel, qui habituellement s'ajuste, peut s'ajuster à ce type de nuit de jour. Je sais pas si tu me suis dans ma question, mais il y a quand même une luminosité, mais même, est-ce qu'on s'habitue à ça? On va essayer de faire croire au cerveau que c'est la nuit. Donc, même là, les patients, je vais leur dire de porter soit des verres fumés ou même il y a des lunettes orangées qui se vendent, là, qui coupent la lumière bleue. Du moment où ils sortent du travail, après une nuit de travail, jusqu'au moment dans la maison pour couper un peu ce signal-là d'éveil qui est envoyé au cerveau, d'avoir une chambre qui est très, très sombre, qui est fraîche, qui n'a pas trop de bruit. Donc, on va vraiment aller travailler plein de petits aspects pour optimiser le plus qu'on peut parce que le plus gros challenge, qui est l'horaire atypique, lui, on ne peut pas le changer. Non. Donc, il faut aller optimiser les choses sur lesquelles on a du contrôle autour. À quel point, sur du court, moyen, long terme, finalement, les horaires atypiques sont néfastes pour la santé chez l'humain? Veux-tu boucher tes oreilles? Là, fais attention, tu as devant toi, on se connaît un peu quand même, une hypochondriaque de nature. Non, mais pour vrai, il y a plein de gens là, qui ont des horaires atypiques. Là, c'est exceptionnel, là, je l'ai fait pendant 14 ans, puis je veux dire, je m'en porte bien aujourd'hui, mais à quel point je peux avoir des répercussions sur le long terme? Donc, il peut y avoir des répercussions sur la santé, sauf qu'il faut savoir que c'est pas parce qu'on a des horaires atypiques qu'on va développer des trucs. Merci. C'est la même chose sur le manque de sommeil. Tu sais, des fois, je présente sur le manque de sommeil, puis je saisis un peu les gens, je veux leur faire peur pour leur dire à quel point c'est important, mais c'est pas parce qu'on manque de sommeil qu'on va développer un cancer. C'est juste que ce qu'on peut voir parfois, c'est une augmentation du lien entre les deux, des choses comme ça. Il y a des études, par exemple, sur des cohortes d'infirmiers, d'infirmières qui démontrent que plusieurs dizaines d'années à challenger notre horloge biologique, à avoir des horaires atypiques, pourrait exacerber certains problèmes de santé plus tard. Mais le but de ça, c'est pas de faire peur. Je pense que c'est vraiment juste qu'il y ait une prise de conscience. Ces gens-là, il y en a des solutions. On peut aider à bien dormir. On peut aider à optimiser, bien comprendre le sommeil, puis aider ça pendant qu'on le fait pour pas se rendre là nécessairement. Est-ce qu'on peut récupérer du sommeil? On peut pas récupérer 14 ans, mais en même temps, moi, comprends-moi bien, là, je nomme souvent cet exemple-là parce que je l'ai vécu. Mais en même temps, je me couchais à 8 heures, je me levais à 3 heures, j'avais mes 7 très bien, il me semble. Exactement. Je pense pas avoir du sommeil à récupérer, mais pour ceux, par exemple, qui ont des horaires vraiment... Oui, 3 heures du matin, c'est un horaire atypique, mais en même temps, j'avais un horaire régulier. Exact. Mon corps était habitué à ça. Mais pour ceux qui font des quarts de travail, comme tu le dis si bien, à quel point, je veux dire, ça a des répercussions, puis est-ce qu'on peut récupérer ça? Bien, je pense qu'il faut le prendre à petite échelle. Donc, quand ça fait des dizaines d'années qu'on fait ça, on va pas récupérer ce temps-là, mais pendant qu'on le fait, pendant qu'on est dedans, je parlais de la semaine de nuit, puis d'apprendre à diminuer les attentes après, puis à se reposer. Ça, c'est important, d'avoir
d'avoir assez de journées de congé entre les choses pour être capable de dormir suffisamment, de s'assurer de traiter si on a un problème de sommeil, en plus de nos horaires atypiques, de s'assurer de traiter ça pour pas ajouter de privation de sommeil ou de problématiques par-dessus ça. Donc, le voir à petite échelle, avoir des journées de congé, des moments où est-ce qu'on se repose, où est-ce qu'on dort bien, ça peut, je pense, nous aider sur le long terme à être capable de tolérer ça, en fait. La question qui me vient en tête pour les gens qui ont des horaires atypiques, si on est habitué de se lever à telle heure, comme, bon, je reviens encore à moi, là, mais la fin de semaine, j'essayais quand même de ne pas aller faire l'opposé de ce dont j'ai l'habitude de faire en semaine. Non, mais je pense que la clé est un peu là, sans me lever à 3 heures le samedi, mais il y avait quand même cet aspect-là de suivre le plus possible la même routine. Oui, et d'ailleurs, c'est quelque chose, quand je vois des patients qui ont des horaires rotatifs, par exemple, des fois, ils vont avoir des horaires de jour, de soir, puis de nuit. Et première chose, je vais leur poser des questions sur leur propre chronotype, c'est-à-dire c'est quoi leur tendance naturelle, eux? Est-ce qu'ils sont plus des types du matin, des types du soir? Si c'est des types du soir et qui ont un horaire de jour, de soir, puis de congé, par exemple, bien, probablement que l'horaire de soir puis l'horaire de congé, il va se ressembler. Je vais essayer d'aller chercher là, le plus de jours possible qui vont se ressembler dans l'horaire rotatif. Et quand ils travaillent 2 jours puis qu'ils doivent se lever tôt, là, je vais essayer d'étirer la nuit le plus possible. C'est quoi le plus tard que tu peux te lever pour être bien puis pour commencer ta journée. Fait qu'on va jouer avec les horaires comme ça pour essayer d'aller trouver une constance. Donc, tu l'as très bien fait de garder cet horaire un peu plus de matin, de type matinal. Il y a mon chum qui me trouvait plate là, de me coucher bien tôt le samedi soir, mais ça, c'est un autre dossier. On en reparlera éventuellement. Dans l'aspect social, il y a un gros aspect social aussi dans les horaires atypiques. Donc, tu sais, des fois, les gens, il faut faire des compromis. Oui, on aimerait prioriser le sommeil, mais je vais aller porter mes enfants à l'école, même si je viens de travailler la nuit. Puis donc, nous, on va travailler autour de ça, puis on va essayer de les aider. Est-ce que c'est un mythe de penser qu'il y a des gens qui ne sont pas faits pour des horaires atypiques? C'est des gens qui ne sont pas faits pour se lever en plein milieu de la nuit, qui ne sont pas capables, ou le corps, à un moment donné, il s'habitue? Ce n'est pas un mythe. Il y a vraiment une portion de la population qui n'est pas capable de faire ça, qui a énormément de difficultés à rattraper. Je pense, moi, j'en fais partie, sincèrement. Mais qu'est-ce qui explique ça? C'est une bonne question. Je ne saurais pas répondre à cette question-là. Qu'est-ce qui l'explique? Est-ce que c'est une flexibilité de l'horloge, justement, circadienne? Il y a des gens qui sont beaucoup plus flexibles, qui rattrapent mieux que d'autres personnes qui ont moins de flexibilité à ce niveau-là. Mais pour certains, les répercussions sont beaucoup plus grandes. Puis j'ai vu des patients, des fois, qui, à un moment donné, se rendent compte que ça ne fonctionnera pas, cet horaire-là, pour eux et qu'ils doivent faire un changement plus grand. Ce n'est pas la majorité. Pour la majorité, on arrive à aller trouver des compromis, puis vraiment optimiser, puis qu'ils soient bien là-dedans. Mais il y en a pour certains que c'est pas ça. T'as envie de me dire quoi sur les siestes? Je sais, on a déjà parlé aussi dans un autre balado, mais l'importance des siestes dans les horaires atypiques. Est-ce que ça peut nuire ou ça peut aider? C'est une question de durée de sieste. Comment on s'y perd un peu dans la notion des siestes? Parce qu'on a l'impression que des fois, on dormirait 2 heures pour récupérer, mais c'est pire le soir, t'es pas capable de t'endormir. On est mêlés dans les siestes. Il y a plein de types de siestes, puis c'est certainement un outil pour cette population-là. Autant, tu sais, dans la population générale, je disais des courtes siestes en après-midi pour pas, tu sais, que ça affecte trop le sommeil de nuit. Ici, on est dans complètement autre chose. C'est-à-dire, les courtes siestes peuvent être intéressantes si on est en train de travailler une nuit puis on est ultra somnolent, on cogne des clous, tout ça. 10, 15 minutes, ça va être suffisant pour gérer la somnolence. D'ailleurs, c'est ce que je dis aux gens qui, des fois, commencent à s'endormir pendant qu'ils conduisent. Là. Les 2 choses à faire, c'est soit se stationner, se mettre à bouger, vraiment beaucoup courir, faire des jumping jacks, peu importe, ou dormir 10-15 minutes. Mais les 2 choses. À quel point 10 minutes peut être efficace? Ça l'est, en fait. Vraiment? Oui, si on regarde, là, puis il y a des études qui regardent des siestes de 15 minutes jusqu'à des siestes de 2 heures. C'est quoi les impacts? On n'a pas les mêmes impacts cognitifs, c'est-à-dire sur l'attention, la mémoire, dans une sieste de 15 minutes versus 2 heures. 2 heures, c'est mieux. Ça a des impacts qui sont plus longs. Les siestes de 2 heures, on va les prescrire, si on veut, pour les gens, par exemple, avant un quart de nuit. Puis les plus courtes, mais là, ça va être pendant le quart de nuit s'il y a de la grosse somnolence. Donc, courte sieste, si on se sent très somnolent, qu'on a de la misère à rester réveillé, c'est suffisant pour, après ça, être capable de faire un bon bout. Des siestes plus longues pour soit venir complémenter un moment de sommeil si on a dormi 2 jours puis c'était pas assez long parce qu'on se réveille généralement après 5-6 heures, par exemple. On fait une plus longue sieste pour être capable d'aller chercher le
8-9 heures qu'on a besoin ou le 7-8 heures qu'on a besoin. Et de faire une longue sieste avant un quart de travail, de soir ou de nuit, ça aide aussi notre vigilance pendant ce travail-là, mais notre cognition, le fait d'être alerte, le fait d'être capable d'utiliser notre cerveau pour faire ce qu'on a besoin de faire. Est-ce que dans les horaires atypiques, le sport, le fait de prendre l'air, le fait d'aller chercher de la lumière est important pour aider en bout de ligne le sommeil, d'avoir un sommeil plus récupérateur ou un meilleur sommeil? Vraiment. Oui. Ça fait du bien. Puis c'est la même chose. Tu sais, on parlait de luminothérapie. Oui. C'est pour quelqu'un qui se lève super tôt, puis qui est peut-être à l'intérieur sans fenêtre ou pendant la journée, ben d'utiliser une lampe de luminothérapie pour dire au cerveau que c'est le jour, c'est le temps de sécréter les bonnes hormones. Ça fonctionne, la luminothérapie? Ben ça fonctionnerait, je pense. Oui. Et même chose, à un moment donné, j'avais une patiente qui travaillait de jour, mais qui se levait très tôt, qui avait beaucoup de fatigue et les rideaux étaient fermés toute la journée. Elle avait une belle fenêtre. Puis j'ai dit, ben, on ouvre les rideaux, tu sais. Et ça, plus plein d'autres petites choses qu'on a faites. Tu sais, c'est pas une chose qu'on fait qui change du tout au tout, mais l'addition de petites choses comme ça, à un moment donné, le sommeil est meilleur, le cycle éveil-sommeil est meilleur, l'éveil aussi est de meilleure qualité. Donc, on utilise les siestes, on utilise la lumière, on utilise de bien comprendre comment le sommeil, ça fonctionne pour prendre des bonnes décisions parce qu'on veut pas non plus faire une sieste de 3 heures juste au moment où on veut switcher, où on veut recommencer à dormir de nuit, ou donc on doit des fois couper à des moments très spécifiques, puis d'autres fois dormir un peu plus longtemps. Pour ceux qui ont depuis un certain temps des horaires atypiques qui reviennent à un horaire normal, est-ce qu'on est drastique du jour au lendemain ou on y va à petite dose en matière de changement d'habitude? Je pense qu'on y va à petite dose. Je pense qu'on se fait attention. Je pense qu'on se repose. On prend le temps, tu sais, de revenir de cet horaire-là puis d'écouter son corps. Je pense que c'est ça la meilleure solution. Là, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui ont des horaires atypiques, sont un peu en mode panique en ce moment. C'est-à-dire que on dirait que c'est pas l'horaire que le corps devrait avoir. On en parle depuis le début, mais tu as envie de leur dire quoi pour les rassurer un peu parce que il y en a qui n'ont pas le choix. Ça fait partie de leur vie, ça fait partie de leur travail. C'est quand même ça aussi, là. Oui, qu'il y a plein de petits changements qu'on peut faire qui sont pas si difficiles que ça pour venir optimiser son sommeil puis s'assurer qu'on en a suffisamment puis qu'on est bien parce que c'est ça, de bien dormir, de dormir suffisamment, de bien comprendre, ça va nous aider à fonctionner. Puis, on en a parlé, mais avec les horaires atypiques, il y a l'aspect social. Oui. Des fois, on n'est pas sur le même horaire que nos proches, il y a cet aspect-là qui peut être difficile aussi. Donc, il y a plein de solutions. À la clinique où est-ce que je travaille, on a un programme spécifiquement pour les gens qui ont des horaires atypiques aussi. La clinique Aléo, juste le mentionner. La clinique Aléo, oui, exactement. Ouais. Je veux pas trop... Non, mais c'est correct, puis on va le mettre en détail parce que je trouve que c'est un outil sincèrement encore trop méconnu. La clinique Aléo qui peut aider une panoplie de personnes. On en a déjà parlé aussi dans un des balados. Tu nous expliques c'est quoi la clinique Aléo puis quels sont les bienfaits. Tu sais, ceux qui souffrent d'insomnie, là, c'est dans un autre sujet, mais 9 personnes sur 10 qui réussissent à régler. Donc, vas-y, parle-en amplement. Au contraire, c'est un peu le but aussi, le vrai du faux, de faire connaître les choses puis pour aider le monde. Donc, faut pas hésiter à aller chercher de l'aide aussi. Si vous êtes pas satisfait ou si vous sentez que ça a des répercussions, mais allez chercher de l'aide parce qu'il y en a des solutions. Tu sais, oui, on parle des répercussions, sauf que moi, je prône vraiment on peut être bien dans la situation dans laquelle on est, puis on peut optimiser des trucs qui font en sorte que ça va être suffisant pour nous, puis qu'on va bien dormir même avec un horaire atypique. Est-ce qu'il y a une différence entre un horaire atypique chez les adultes et chez je dirais pas les enfants, là, parce que c'est rare qu'on travaille quand on est enfant, mais chez les jeunes adultes? Tu sais, des fois, ils vont commencer à travailler plus tôt. Est-ce qu'ils s'adaptent mieux ou c'est la même chose en bout de ligne? Bien, l'ado a besoin de plus de sommeil, fait que ça dépend, est-ce que ça coupe beaucoup son sommeil ou non. Sauf qu'ils sont beaucoup plus flexibles dans leur manière de récupérer sur de la privation de sommeil. Il y a vraiment des principes dans notre cerveau, puis il y a des études qui démontrent ça. On prive quelqu'un de sommeil pendant 24 heures, puis là, après ça, on les fait dormir dans un scanner où on met des petites électrodes sur leur tête et on regarde la composition de leur sommeil. Et ce qu'on sait, c'est qu'il y a un phénomène qui s'appelle le rebond de sommeil suite à une privation. Donc, le sommeil s'intensifie. Le cerveau fonctionne un petit peu différemment pour venir récupérer de ces heures-là. L'enfant, l'ado, le jeune adulte, mon Dieu, qui est bon là-dedans. Vite. Ah, qui est bon, là, si on passe à nos parties quand on avait 20 ans, là, on se remettait pas mal vite. Puis là, à partir de 30, 40, c'est pas mal moins le cas. Donc, on perd un petit peu cette efficacité-là à rattraper.
Donc, il faut faire un peu plus attention à nous et à notre sommeil quand on vieillit parce que le cerveau n'est pas aussi efficace, justement, à venir rattraper les heures de sommeil perdues. Donc, si on a le choix entre avoir des horaires atypiques plus jeunes, c'est mieux qu'en vieillissant. C'est un peu ça, en gros. Ouais, je dirais oui. Même si on n'a pas nécessairement le choix. Maude Bouchard, merci beaucoup pour toutes ces informations. Plaisir, merci. Puis ça me rassure. Vous avez vu, moi-même, j'ai fait des horaires atypiques pendant 14 ans, puis je m'en sors bien. Je suis pas trop cernée, je pense. Puis ça va, j'ai récupéré. Merci beaucoup, Maude. Merci. Merci tout le monde, puis on se dit à bientôt.